Cet épisode est présenté par Infoprocréation. Infoprocréation qui a été fondée pour informer, pour accompagner les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire, bien sûr, utiliser une femme porteuse pour avoir un enfant. Quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Infoprocréation vous donne tous les outils, toutes les ressources, l'information, tout ce dont vous aurez besoin pour votre projet qui vous tient bien sûr très à cœur quand on se lance là-dedans. Donc, vous souhaitez comprendre les lois encadrant le processus à la recherche d'une femme porteuse aussi, ou que vous soyez à toute autre étape du processus, bien sûr, bien, on est là pour vous aider dans votre démarche. Infoprocréation, oui, vous propose notamment des webinaires, tout ce que vous devez savoir sur les aspects médicaux, légaux, psychologiques, financiers. C'est un gros dossier quand on se lance là-dedans, alors on est là pour vous épauler. Le prochain webinaire va être animé par Maître Héloïse Pion, qui est avocate en droit de la famille, notamment en gestation pour autrui, qui va parler de la loi sur la réforme du droit de la famille qui encadre désormais la gestation au Québec. Ne manquez pas la conférence. Ça va se passer le mercredi 24 avril à 19h30. Vous pouvez vous inscrire en visitant le site web info-procréation.ca. Infoprocréation qui est votre boussole en procréation assistée. Bonjour tout le monde, donc re-bienvenue aux Infertiles. Encore une fois, Élodie est encore malade parce qu'on enregistre la même journée, même si l'épisode en rediffusion n'est pas la même journée. Donc bonjour Christine. Allô. Ça va bien? Ça va super bien. Ouais, toujours contente de faire les Infertiles avec nous? Oui, tout à fait. J'ai hâte de poursuivre la conversation avec Isabelle. La première partie a été super intéressante. Oui, vraiment. Donc, Élodie, notre invitée, c'est Isabelle Côté, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la procuration pour autrui et les liens familiaux. En première partie, on a surtout parlé de gestation pour autrui et en deuxième partie, on va poursuivre, toujours pour démystifier la procréation pour autrui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment quelqu'un qui a besoin ou qui veut un don, peu importe le type de don, choisit le donneur ou la donneuse? Il y a différents éléments qui vont être mis en compte. Souvent, il y a une question de phénotype là, qui va rentrer en ligne de compte. Le phénotype, c'est à quoi le donneur ressemble. Est-ce que le donneur ressemble à l'autre parent, par exemple, qui n'est pas biologiquement lié? Donc, ça, c'est sûr que c'est un élément important. Mais il y a d'autres éléments aussi qui vont tenir en compte ses intérêts de la personne, ses photos de lui ou de elle enfant, sa scolarité, c'est, différents éléments qui peuvent être mentionnés. Les raisons aussi pour lesquelles la personne a donné, qui sont évoquées dans le descriptif qu'on a accès. Donc, tout ça, ça peut être des éléments là, qui vont faire en sorte qu'on va choisir un donneur ou non. Évidemment, quand c'est un donneur relationnel, là, c'est d'autres choses parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a discuté du projet en amont. Et ça, ces projets-là, des donneurs dirigés? Oui, disons, tu sais, qui sont des donneurs connus qu'on appelle, donc qui sont dans notre entourage. Ça s'apparente un peu, à mon avis, aux femmes porteuses, dans le sens où il y a cette discussion-là en amont. En tout cas, mes études, c'est ce qu'elles démontrent, c'est qu'il y a une discussion. Comment on va faire quel nom on va utiliser pour parler de toi? Puis il y a des fois des discussions très intenses. Là, tu sais, il y a une femme qui me disait, tu sais, elle discutait avec sa conjointe, puis le donneur et son conjoint, puis quel mot on va utiliser, puis là, le donneur futur, là, parce qu'il n'y a pas encore d'enfant, dit, on pourrait dire papa pour moi. Ah, ben non, parce que si on dit papa pour toi, moi, je vais être qui, tu sais? Elle va être la maman, moi, je vais être qui si t'es le papa? Parce qu'il y a juste 2 parents, ça fonctionne pas du tout. Non, toi, tu vas être un mononcle parce que je veux être une maman, tu sais, parce qu'on a juste 2 parents. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette même maman-là m'a dit, mon Dieu, pouvoir me reparler à l'avant, je dirais, tu sais, pour un enfant, on peut effectivement, dans un contexte comme le nôtre, où qu'on construit ensemble, avoir 2 mamans, un papa, 2 papas, c'est pour un enfant, c'est juste un mot. Hein? Et donc, c'est un mot, mais un mot fortement investi quand même. Ouais. Hein? Donc, l'idée, c'est que cette discussion-là, qui est, on va en discuter en amont de nos intérêts ensemble, puis on va voir avec le temps, on va s'adapter. On va se faire une place, on va se rasseoir, s'il faut se rasseoir, on va se reparler. OK, là, l'enfant pose des questions, c'est qui? Là, il faudrait que je dise, c'est vous, c'est toi, comment qu'on fait ça? Bon, fait que c'est des éléments qui, à mon avis, s'apparentent à un processus de GPA dans lequel ça va super bien et dans lequel, là, il y a ce genre de relation-là. Là, ça
crée comme une petite communauté autour de l'enfant. Exactement. Le village, le fameux village. Exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé d'avoir quelqu'un qu'on connaît versus un don anonyme? Est-ce qu'il y a certaines personnalités pour qui ça devrait être à proscrire? Il y a des craintes, j'imagine, quand on se lance avec quelqu'un de notre entourage aussi? Oui, il y a des craintes que la personne soit inopportune, tu sais, qu'elle s'investisse trop, par exemple, ou qu'il y a des relations inopportunes. Moi, je pense que chacun sait ce qui lui convient le mieux, tu sais. Personnellement. Oui, effectivement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir actuellement le choix comme on a. Tu sais, au Québec, c'est ce qui est merveilleux avec cette loi-là depuis 2002 qui permet aux couples, par exemple, aux couples de femmes de choisir la voie qu'elles préfèrent pour avoir leurs enfants ou aux femmes célibataires aussi. Puis ça pourrait être aussi des couples hétérosexuels qui choisissent un donneur de leur entourage. C'est sûr que ceux-là, on va moins en entendre parler, mais ça pourrait. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'y aller avec comment nous, comme couple, on voit la meilleure façon de créer notre famille. Fait que dans le titre de la chaire, procréation pour autrui et liens familiaux, c'est tout ce que tu viens de décrire. C'est les liens familiaux, oui, des origines ADN, mais c'est aussi les liens avec le donneur, avec... C'est les liens qu'on se crée ou non. Par exemple, en parlant de liens familiaux, j'ai une recherche avec des adolescents nés par don de sperme dans 3 configurations familiales. Donc, solo-parental, lesbo-parental, puis hétéroparental. Est-ce que c'est la BD? Oui, c'est ça, la BD qu'il y a sur le site de ma chaire. Je vous la recommande, là, si vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram de la chaire. C'est Chaire Procréation, je pense. Exact. Il y a une BD, justement, sur les jeunes nés par don de sperme qui racontent leur point de vue d'être nés par don de sperme. Et là, on leur a demandé la question, les autres enfants nés du même donneur que toi, par rapport à toi, qui sont-ils? Et la plupart vont dire des demi-frères. Ils vont utiliser ces mots-là et ils vont dire, mais élevé avec d'autres parents dans d'autres familles, mais on a un lien génétique. Et là, si on pose la question, mais les enfants du donneur par rapport à toi, qui sont-ils? Rien. Pourtant, ils partagent aussi le même lien génétique. Le donneur, ses enfants qu'il a lui-même et qu'il élève lui-même, ils ont le même ADN. Ont le même ADN que les enfants que le donneur a fait pour d'autres familles. C'est spécial. Et les enfants, quand on leur demande, ah oui, pourquoi ceux du donneur seraient pas tes demi-frères? C'est ceux que le donneur a fait pour d'autres familles sont tes demi-frères. Les enfants vont dire, parce que l'expérience qu'on a de vie est complètement différente. Tu sais, lui, il élève ses enfants. Eux autres, ils ont toujours vécu avec lui. C'est pas du tout la même chose. C'est très, très différent dans notre esprit. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la façon de réfléchir les liens, elle est flexible de la part des personnes. Tu sais, les enfants, ils vont s'adapter. Puis, mon frère et ma sœur, mon frère et ma sœur, c'est vraiment mon frère et ma sœur. Il n'y a pas de demi, même si génétiquement, on ne partage pas 100% du même patrimoine. Ah oui, hein? Oui. C'est vraiment intéressant de voir parce qu'ils n'ont pas vécu la même... ils n'ont pas la même histoire de création, dans le fond. Exact. C'est pour ça qu'ils ne s'associent pas avec les enfants du donneur. Même exactement. Pas des cousins, là, même pas niveau cousin, rien. Très souvent, non. Alors que dans notre famille, qu'on ait le même partage génétique ou non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que, tu sais, ma petite sœur qui n'arrête pas de venir prendre les choses que je veux pas qu'elle prenne, qui n'arrête pas de m'imiter. C'est ça qui fait les frères et sœurs, en fait, le vécu commun dans la famille. Ouais. Il existe une méthode ROPA, je ne sais pas si je prononce bien, donc ça veut dire réception d'ovocytes de la partenaire, qui est un traitement à fécondation in vitro pour les couples lesbiens. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi? Oui, c'est dans un contexte où une des partenaires va fournir les ovules, puis l'autre femme va porter l'enfant du couple. Donc, ils partagent un peu le fardeau médical. En fait, ils partagent aussi la maternité. Ouais. Okay, il y en a une des deux qui va avoir la maternité génétique, l'autre la maternité biologique est souvent légale dans les contextes où, par exemple, les mères lesbiennes, là, ils sont pas reconnus les deux comme parents de l'enfant et que c'est la femme qui accouche qui est reconnue légalement la mère de l'enfant. Mais des fois, pour certaines, ça peut être une façon de s'assurer qu'on a les deux les liens en disant, c'est sûr que si ça va mal entre toi et moi, on ne pourra pas vraiment se voler l'une l'autre l'enfant, là. Tu sais, ça ne pourra pas déchirer parce que quand on n'a pas de lien légaux avec notre enfant, c'est ça le problème. Hein? C'est ça qui crée des enjeux importants pour certaines familles, surtout certains couples lesbiens ou certains couples gays là, qui n'ont pas la reconnaissance avec leurs 2 enfants. Ça, c'est une des raisons. D'autres des raisons qui peut impliquer pourquoi les femmes font ça, ça peut être parce qu'il y en a une des deux qui a une incapacité à porter, mais qui veut quand même être impliquée là, dans la procréation de son enfant. Ouais. Est-ce que des fois, ça s'inverse? La première va porter l'embryon de l'autre, l'ovule de l'autre, puis après la deuxième va...
Écoute, moi, j'ai jamais lu rien en termes de recherche là-dessus. C'est pas un phénomène qui est si fréquent. Il y a certains endroits où c'est assez fréquent. Par contre, en Espagne, par exemple, c'est une procédure qui est souvent valorisée pour les couples lesbiens, mais je pourrais pas te dire. J'ai pas de données là-dessus. Là, je sais que t'es pas médecin, mais au niveau médical, c'est la même chose que la gestation pour autrui ou que d'un don d'ovule. Je veux dire, le processus, c'est le même. C'est juste aller chercher l'ovule d'une femme, le féconder, puis le mettre dans... Exactement, puis l'implanter, oui. OK. C'est la ponction d'ovule, dans le fond. Exact. Qui est ouais. la même chose. En pré-entrevue, donc, tu as mentionné une recherche. Donc, cette recherche, c'est sur je ne vais pas le dire le nom parce que c'est un nom très long. C'est sur le développement psychosocial des enfants qui sont nés d'un don d'embryon. C'est une recherche qui a été réalisée par une équipe interdisciplinaire d'environ 13 chercheurs qui était sous la direction du médecin Salari Salomé, qui a été publiée en février 2024 et c'est une étude américaine, donc des États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler de cette étude qui semble fort intéressante? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une étude qui évalue le développement psychosocial des enfants nés par don d'embryon avec un groupe assez large. Il y a très peu d'études sur ces personnes-là là, qui sont nées d'un don d'embryon. Il y en a quelques-unes, mais pas tant. Là. Il y en a 5, 6 là, maximum. Mais celle-là, à ma connaissance, c'est celle avec le plus large échantillon. Donc, 187 participants, donc parents, qui ont répondu à des questionnaires sur leurs enfants, des questionnaires standardisés sur le développement de leur enfant, sur l'attachement. Et cette étude-là a démontré que le développement de ces enfants-là, d'un point de vue parental, là, lorsque comparé avec un groupe de parents tout venant, donc pas nés de la procréation pour autrui, c'est un développement qui est typique là, de ce qu'on s'attend des enfants généralement. Donc, les parents déclarent un même niveau d'attachement, déclarent le même type de comportement ou en tout cas de facilité d'éducation de l'enfant. Donc, ils ne semblent pas avoir d'enjeu, ce qui est intéressant, comme je disais. C'est sûr qu'il y a des limites un peu à l'étude, puis ça, c'est important à savoir, c'est que le don d'embryon, l'embryon, c'est quelque chose de complètement différent qu'un gamète. Parce qu'un embryon, dans la tête des personnes qui ont des embryons surnuméraires, c'est comme un petit bébé, un bébé en devenir. On est déjà attaché à cet embryon-là. Exactement. Sans même le connaître. Et donc, les enjeux sont un peu plus complexes et ces études-là, dont celle-ci, c'est souvent à travers des agences qui favorisent le don d'embryon, l'adoption d'embryon, donc qui ont une vision d'adoption dans une optique chrétienne, parce que l'idée derrière ça, c'est que l'embryon est déjà une vie et il faut favoriser le développement de la vie. Donc, à cause de ça, ces agences-là procèdent exactement de la même façon que des agences d'adoption. Donc, elles vont discriminer les parents de façon fortement des évaluations parentales. Elles vont vérifier si ces parents-là sont en mesure d'adopter un embryon, si elles sont en mesure d'élever un enfant qui n'est pas génétiquement liées à eux. Elles vont aussi, après ça, faire des visites pendant la grossesse, des visites à domicile après pour s'assurer que ça va bien, un peu comme on fait en processus d'adoption. Donc, on peut présumer aussi que les parents qui sont dans ce type de recherche-là, c'est des parents qui ont aussi été discriminés là, en fonction des habiletés parentales. Mais donc, c'est un peu biaisé comme recherche? Pas biaisé. C'est pas biaisé. C'est juste qu'il faut en tenir compte dans un contexte où, par exemple, le don d'embryon serait un don et non pas une procédure d'adoption. Ouais, donc, très différent. Peut-être que ce serait différent. Donc, là-dessus, on a moins de données actuellement. Au Canada, est-ce que c'est considéré une adoption ou un don? Ici, on parle plus de don d'embryon. Dans le même principe que... Mais, je dis ça, mais tu sais, il y a une clinique en Ontario qui s'appelle Beginning qui font de l'adoption d'embryons. Okay. Fait que donc, on pourrait avoir un embryon par le biais de cette clinique-là dans une optique d'adoption. Ouais. Les cliniques, si, tu sais, à certains endroits, on fait plus du don, là, généralement, mais c'est pas une procédure qui est encore très, très développée actuellement. Comment les embryons, disons qu'une femme, un couple décide de faire don de ses embryons, peuvent avoir génétiquement des frères et sœurs dans des familles complètement différentes. Est-ce qu'il y a des études, en fait, celle-là mentionne comment eux ils réagissent, ces enfants-là, par rapport aux autres enfants qui sont nés des embryons frères et sœurs, finalement? Il y a une étude qui a été conduite, ça fait quelques années, par une anthropologue québécoise sur cette situation-là, par une de ses étudiantes doctorales, à travers un groupe qui s'appelle Snowflakes. Snowflakes, c'est un groupe justement chrétien d'adoption d'embryons.
et qui démontre que du point de vue des personnes elles-mêmes, c'était des adolescents, si je me rappelle bien à ce moment-là, eux autres, ils trouvaient que c'était le fun d'avoir été adoptés, d'avoir une vie où il n'y avait pas vraiment de questions, de réflexion par rapport à ça. Ils avaient été vraiment éduqués dans une optique d'adoption, dans une foi chrétienne et tout ça. Donc, ça aussi, c'est peut-être un élément qui peut être un facteur explicatif de comment les personnes vont se sentir elles-mêmes là, suite à un don d'embryon. Mais c'est sûr que les besoins de recherche sont importants pour ça. Oui, si au Québec, par exemple, une femme décide de faire un don de ses embryons, est-ce qu'ils doivent avoir été testés avant, les biopsies dont on entend beaucoup parler du côté de la médecine, ou bien si c'est seulement des dons, n'importe qui peut donner ses embryons? Au Canada, il faut savoir qu'au Canada, là, avec les embryons surnuméraires, il y a 3 choses qu'on peut faire avec ça. On peut les détruire. Juste expliquer surnuméraire. C'est les embryons qu'on n'a plus besoin pour soi. Okay. Donc, on a eu nos enfants, on a eu peut-être, je sais pas, disons 10 embryons. On a eu besoin de 5 pour avoir nos 2 enfants, il en reste 5. Donc, les embryons surnuméraires, ces 5-là, on peut les donner. Pour la science? Les donner à la science, les donner à quelqu'un d'autre ou les détruire. Ça, c'est ce que la loi prescrit. Maintenant, comment chacune des cliniques organise ces éléments-là? On est vraiment là, à l'étape de développement de cette procédure-là. Il y a des cliniques qui font du don d'embryon. Actuellement, à la Chaire, on a aussi une étude en cours sur les parents qui sont donneurs et receveurs d'embryons. Et ce qu'on s'aperçoit, encore une fois, c'est tout l'aspect relationnel, c'est-à-dire que les parents qui donnent des embryons veulent savoir à qui ils vont donner des embryons, veulent avoir des liens avec la personne qui va donner les embryons, veut que ça soit une procédure qui soit ouverte, que ce soit pas une procédure anonyme. Ça, c'est ceux qu'on a rencontrés. Dans l'ensemble des personnes qui ont des embryons surnuméraires, qu'est-ce que ces personnes-là veulent faire? Ça aussi, pardon. Ça aussi, il y a un besoin de recherche important. Puis aussi, tu sais, on voit l'avènement de tout ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, personnellement, je suis sur des groupes de soutien en fertilité, puis il y a des femmes qui lancent des cris du cœur, qui partagent sur les réseaux qu'elles cherchent des donneuses soit d'ovules ou d'embryons. Comment est-ce que cette nouvelle façon de trouver des façons de fonder sa famille, ça peut faciliter, influencer? Tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui se retournent vers ça en pensant que ça va être plus facile. Je sais pas, c'est pas une question claire, mais dans le sens que ça rend la chose plus facile pour fonder sa famille, j'imagine. C'est des gens qu'on n'aurait pas, à qui on n'aurait pas parlé autrement si on n'avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que ça a une place particulière dans la PMA aujourd'hui en 2024? C'est sûr que ça visibilise ce type de don-là. Ça permet peut-être aux personnes d'avoir une certaine forme d'agentivité. Ça permet aussi de pouvoir, par exemple, les personnes qui doivent réfléchir à leurs embryons, de voir aussi comment elles souhaitent procéder par rapport à ça. Maintenant, je pense que c'est parce qu'aussi l'offre, elle est beaucoup moins importante que la demande, que ce soit pour du don d'ovule ou que du don d'embryon. Et c'est une raison pour laquelle les gens se tournent vers les réseaux sociaux, se mettent en scène aussi, mettent en scène leur histoire, leur désir d'enfant, pour espérer être choisi par une personne qui va faire ça. Puis si on regarde bien, si on fait une forme d'ethnographie en ligne, donc si on étudie un peu les messages, on voit comment ces personnes-là vont positionner la femme, soit la femme porteuse, soit la donneuse d'ovules, comme des filles, comme des marraines. Les donneurs d'embryons aussi, on va utiliser un langage, une forme de langage là, très typé pour démontrer jusqu'à un certain point la reconnaissance aussi qu'on a envers les personnes qui vont nous aider à réaliser notre famille. C'est tellement un don incroyable. Là. C'est le plus beau don, je pense que c'est un don littéralement de soi, au premier sens du terme. Donc, l'étude qu'on mentionnait tout à l'heure, l'étude américaine, de ce que tu dis, ils ont compris qu'il n'y avait pas de différence entre un enfant né d'un don d'embryon versus un enfant né de façon traditionnelle, on va dire. Donc, il n'y a pas de trouble d'attachement si l'enfant n'est pas génétiquement lié à son père ou à sa mère, c'est ça? Cette étude-là, c'est ce qu'elle rassure. Elle rassure de dire que du point de vue des parents, l'attachement vers leur enfant ne semble pas différer
d'un attachement typique là, de parents qui ont des liens avec leur enfant. C'est l'attachement parent-enfant et pas enfant-parent. En fait, c'est les parents qui sont interrogés. Donc, évidemment, c'est les parents qui ont rempli ces questionnaires-là et qui disent, ben moi, voici, là, quand j'évalue mon enfant à partir des questionnaires standardisés, voici là, comment je me positionne par rapport à ça. Donc, il n'y a pas aussi, ça, c'est une autre limite, pas un biais, une limite de l'étude, c'est qu'il n'y a pas de tiers ou il n'y a pas une autre méthode d'évaluation. Par exemple, quand on étudie les enfants de la procréation assistée, il y a une étude en cours là, en Angleterre qui dure depuis des années. Les enfants sont rendus à 20 ans aujourd'hui, là, dans les dernières parutions depuis 2023. On a comparé entre eux des enfants nés de dons d'ovules, de dons de sperme, des enfants tout venant, des enfants de l'adoption. Bon, il y a différents éléments. Cette cohorte-là, c'est une très large cohorte. Et on a utilisé des questionnaires standardisés que les parents remplissaient, qu'après ça, des professeurs pouvaient remplir aussi, comme le Child Behavior Checklist. Donc, il y a des tiers parties qui peuvent évaluer les comportements de l'enfant. Et éventuellement, on a interrogé aussi les enfants eux-mêmes là, au fur et à mesure qu'ils devenaient assez grands pour pouvoir se prononcer. Donc, cette étude-là, qui est une étude très complète, elle est encore en cours. Là. Oui, c'est ça. Les derniers résultats, là, c'est avec des jeunes adultes. Parce que des fois, c'est ce qu'on se dit. On se dit, à l'enfance, à l'adolescence, on ne s'est pas encore distancié de son parent. Donc, c'est au moment où on devient adulte et autonome, au moment où nous-mêmes, on songe à fonder notre propre famille, que peut-être des questions émergent. Les personnes issues de dons, c'est ce qu'elles disent des fois. Moi, j'avais pas de questionnement quand j'étais adolescent, c'est quand je suis devenue jeune adulte. Alors, c'est des études rétrospectives. Donc, moi, quand j'étais adolescent, je me demandais pas rien. Quand je suis devenue jeune adulte, je me suis demandé. Là, ça, c'est une étude prospective. C'est le contraire. On parle depuis qu'ils sont jeunes, puis on les questionne. Maintenant, est-ce que cette étude-là va avoir un temps supplémentaire à 25 ans au moment du tournage? Je le sais pas. Ce serait vraiment très intéressant parce que ça nous permettrait de voir sur un long terme exactement comment ça se passe. Mais les enfants ont quel âge dans cette étude environ? Ils sont rendus, là, c'est au début de l'âge adulte. Là. Attends, là, tu parles d'Angleterre ou... Je parle de l'Angleterre. Je parle pas de don d'embryon. D'embryon, c'est un très large échantillon. Il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux, mais c'est une seule collecte de données à une seule reprise. Donc, dans l'étude du don d'embryon, il y a des enfants qui peuvent avoir 7 ans, par exemple, puis d'autres qui peuvent avoir 12 ans. On les a regardés une seule fois. L'étude d'Angleterre... Exact. L'étude d'Angleterre, on les a évalués à plusieurs reprises. Il n'y a pas de don d'embryon là-dedans. C'est juste don de sperme, don d'ovule, les parents tout venant. Et on s'aperçoit que le développement est typique, qu'il ne semble pas avoir d'enjeu particulier, que les enfants ont intégré les questions liées à leur naissance, qu'ils n'ont pas de problème de comportement externalisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus de comportement de consommation, de délinquance, d'agressivité, qui n'ont pas de comportement internalisé, dépression, anxiété, plus que d'autres, par exemple. Et que les liens familiaux semblent être typiques aussi. Là, donc, c'est pas parce qu'on est d'un don ou d'une procréation assistée qu'on va être nécessairement avoir un problème, un trouble d'attachement. Non, exactement. C'est ce que l'étude anglaise démontre. Est-ce qu'il y a des études sur la gestation pour autrui de ce type? Oui, cette étude-là aussi, cette équipe-là de Cambridge aussi, ont des études longitudinales sur les enfants nés de la procréation, de la gestation pour autrui. Et on est à la même place. La question du développement des enfants sont du même ordre là, au plan psychosocial. Là, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a, par contre, il y en a une dans les différents temps de mesure, c'est à l'âge de 7 ans. Il y avait une différence où les mères évaluaient leur enfant avec un plus haut niveau de comportement externalisé, comme j'expliquais tout à l'heure, colère, trouble de comportement, par exemple, mais dans la limite normale du test, mais quand même un peu plus élevé, à 7 ans. Et ça tourne autour du dévoilement à ce moment-là. Et celles qui évaluaient plus négativement leurs enfants, c'était celles qui n'avaient pas été encore en mesure de dévoiler que l'enfant était, né d'une GPA, mais d'un don d'ovule aussi. Donc un double... Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, on voit que pour les mères hétérosexuelles, il y a cet enjeu-là de dire, t'es né d'une gestation pour autrui, ça peut aller de soi, il n'y a pas de problème. Mais d'un don d'ovule aussi, ça peut être plus problématique à dire. C'est plus difficile pour certaines. Mais que quand on a refait la mesure à 10 ans, 11 ans, je pense, c'était revenu là, à la normale. Donc, cette étude-là, à long terme, sur l'ensemble des procréations assistées, ce qu'elle démontre, c'est que plus un enfant le sait tôt, plus on l'a répété souvent, plus l'enfant se développe mieux. Pour lui, c'est normal. Là, j'ai comme... C'est ça. Est-ce qu'il y a un âge en particulier où on cible... 0 ans.
Ça fait exact, c'est dès la naissance qu'on en parle quotidiennement, puis ça c'est une excellente question parce que c'est ce qu'on recommande en clinique. Hein? Les intervenantes psychosociales vont dire c'est important d'en parler tôt, d'en parler souvent. Puis là, quand on arrive avec l'enfant, on se dit OK, mais là, est-ce que c'est tôt? Est-ce que j'en parle souvent? C'est-tu le temps quand je le dis? Alors que il n'y a pas de méthode prescrite pour faire ça. Je fais ça comment, tu sais? Donc, c'est vraiment l'idée d'arriver, là, tu sais, rapidement à avoir des livres, par exemple, qui vont montrer diverses façons d'entrer en famille, de montrer différents modèles familiaux, d'en parler très tôt, même quand le bébé n'est pas capable de comprendre, tu sais, des questions sur la couleur des yeux ou la couleur des cheveux qui doit être héritée du donneur, tu sais, d'avoir déjà d'une façon tranquille dit ça, mais sans que ce soit une annonce nécessairement tout le temps et qu'on en parle. Et ce que cette étude-là a démontré, c'est que 7 ans, là, c'est vraiment, à ce moment-là, l'enfant doit avoir l'ensemble de l'information, doit être en mesure d'en parler aussi. Parce que quand on en parle juste une fois, ce qu'on réalise, c'est que l'enfant, peut-être qu'il n'a pas très bien intégré l'information. Là, après ça, ça peut ressortir une 2e, 3e fois à l'adolescence, puis là, ça donne une impression d'une 2e annonce. Et si, comme parents, on n'en parle pas, bien, on laisse présager qu'il y a un tabou, puis on ne peut pas parler de ça, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est à nous, comme parents, de faire cet effort-là, d'en parler, de vulgariser ça, de dédramatiser la situation. Comme si c'était la chose la plus normale au monde. Et exactement. Ouais. Et d'ailleurs, les adolescents que j'ai parlé, dont il y a la bande dessinée que j'ai produite pour eux, souvent, quand on leur parle du donneur, nous, en recherche, quand on leur parlait du donneur, là, il y avait beaucoup de roulage de yeux, tu sais. Parce que c'était des enfants qui avaient appris ça dès le jeune âge, puis pour eux, c'était comme... Old news. Oui, c'est ça. On parle encore de ça. Moi, je veux te raconter que hier, au hockey, j'ai fait 2 buts, tu sais. Donc, il y a cet élément-là aussi. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est là qu'on réalise que d'en parler le plus souvent, le plus naturellement possible, le plus, tu sais, de façon banale, c'est justement là que ça crée un non surprise ou un non... C'est ça. Ben, normal. Mais j'avais lu, je pense que c'était dans le Today's Parent, qui est un magazine ontarien sur la parentalité en général, puis il y avait une femme qui avait adopté, puis qu'elle avait dit qu'elle avait décidé depuis que son bébé était né, depuis qu'elle l'avait adopté, qui était un bébé naissant, là, qu'elle disait, elle parlait, tu sais, elle changeait sa couche, « Ah, je suis tellement contente de t'avoir avec nous, tu sais, on est chanceux d'avoir rencontré, c'est sûr que ta mère était pas... » En tout cas, je sais plus ce qu'elle disait, mais elle racontait de façon... comme si elle racontait la pluie et le beau temps, puis c'était un effort qu'elle s'était donné de faire ça depuis qu'elle avait l'enfant avec elle pour justement dédramatiser puis normaliser complètement la chose. Puis j'avais trouvé ça... en fait, c'est ce que tu dis, là, c'est vraiment de normaliser la chose. Banaliser, oui. Banaliser, oui, c'est ça. J'aimerais revenir, tantôt tu as parlé des dons d'embryons que... dans la recherche, on mentionne que c'est une adoption parce que c'est un être humain en devenir à part entière. Le 20 février, il y a eu la Cour suprême. On a appris que la Cour suprême à Alabama a dit que les embryons congelés sont des personnes à part entière et les détruire pourrait être passible de sanctions criminelles. Un choc pour plusieurs personnes qui sont en procréation médicalement assistée. Ce genre de décision-là qui se passe aux États-Unis, comment ça affecte la procréation médicalement assistée? Aux États-Unis. En fait, juste pour revenir, là, moi, je dirais... Oui, vas-y, finis ta question. J'ai pas fini ma présentation. Mais non, mais c'est correct, vas-y. En fait, c'est pas une personne à part entière. Moi, en tout cas, je pense pas que c'est une personne à part entière, un embryon, là. Et je suis pas certaine non plus... Attends, toi, tu dis ça ou l'Alabama? Moi, personnellement, okay, là, ça, clairement, parce qu'Alabama, c'est clair que c'était ça. Et je pense pas qu'aucun clinicien procréation assistée va dire ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les agences chrétiennes qui valorisent, c'est parce qu'elles, elles pensent ça. Mais c'est quand même, ça a été, je veux dire, là, les familles de l'Alabama... Je veux dire, ils peuvent pas... Qu'est-ce qui arrive avec les embryons? Parce que là, le médecin peut pas les détruire. On peut les transférer, mais on sait que pas la majorité des embryons sont viables. Donc, on a appris justement dans un ancien épisode avec Dr Dadou que la grande majorité des embryons ne sont pas viables. Qu'est-ce que ces familles vont faire?
Ça, c'est une dérive absolue, là, à mon avis, là, de la droite américaine sur tous les enjeux là, qui ont été renversés depuis Roe v. Wade. L'avortement, là, ouais. C'est sûr que c'est un enjeu très important. En fait, dans cette situation-là, c'est que la clinique avait par mégarde détruit des embryons, un accident. Ça peut arriver dans des cliniques, je veux dire, c'est pas des personnes malfaisantes, là, des accidents, ça peut arriver. Et que là, les parents avaient poursuivi la clinique sur la base de la destruction d'un enfant là, à devenir en lien avec tous les enjeux qui entourent l'avortement là, depuis que la décision a été renversée. Puis le jugement, en s'appuyant sur la Bible, a donné raison. Parce qu'il y a beaucoup d'extraits religieux dans le jugement, puis a donné raison aux parents. Donc, ce que ça a fait, en Alabama tout le moins, c'est que les cliniques ont dit « Oh boy, OK, d'abord, on va faire attention parce que l'avortement étant criminalisé, le médecin peut être criminalisé, les personnes concernées, les femmes là, peuvent être criminalisées aussi si elles mettent fin à une grossesse. Mais là, comment serait perçu justement un transfert d'embryon non viable ou que ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça serait un avortement? Est-ce que ça serait le médecin n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour prévenir ça? Est-ce que les parents pourraient, devant une déception, d'avoir 3, 4, 5, 10, par exemple, transferts, là, j'exagère 10, mais tu sais, 3, 4, 5 transferts qui ne fonctionnent pas, de se retourner vers le médecin puis de dire, bon... C'est ta faute. Est-ce que c'est ça qui va arriver? On ne le sait pas, mais en tout cas, la clinique a fermé ses portes. Là, les cliniques en Alabama ont dit « Oups, on va réfléchir à ça ». Et il y a d'autres États aux États-Unis, là, on a vu ça la semaine passée, là, où d'autres États ont aussi dit « Oups, on va réfléchir en fonction des règles sur l'avortement dans notre État. Quelles sont-elles? Et on va réfléchir à cette procédure-là. » Mais ici, on ne parle pas d'un don d'embryon, là, on parle d'implantation de ses propres embryons. C'est très complexe, hein, tout ça. Mais c'est une dérive là, absolue de la notion d'avortement. À l'extrême. Bien sûr, bien sûr. Penses-tu que ça pourrait arriver au Québec ou au Canada? Non. Il faut la poser la question, là. Non, heureusement. Puis tu sais, je veux dire, il y a des embryons, des fois, à la décongélation qui ne survivent pas, peuvent pas être transférés. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans cette nouvelle décision-là qui va vraiment chambouler, je pense, aux États-Unis, la procréation médicalement assistée, malheureusement. Là. Mais au pire, ils vont quoi? Ils peuvent être passibles de... Non, mais je me dis, comment passer par le processus sans créer des embryons? Mais c'est impossible. Tu peux aller en insémination, mais après ça, t'as pas le choix de créer des embryons. Ces cliniques-là vont arrêter de faire des fécondations in vitro. Ils vont s'adapter, là. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est nouveau, là. Ça vient d'arriver. Donc, évidemment, elles sont en train de réagir à ça. Je sais pas comment ça va se terminer, mais c'est sûr que c'est une préoccupation importante. Puis, au final, ce sont les couples ou les personnes qui en ont besoin qui en paient le prix. Là. Bien, c'est... en tout cas. On va prendre une grande inspiration. Il y a un discours qui revient souvent dans le public, qui est quand qu'on réclame le droit à l'enfant, donc quelqu'un qui a besoin de la procréation assistée ou quelqu'un qui ne peut pas avoir un enfant, ben il y en a qui vont dire, ben ça veut dire t'as pas on ne naît pas avec le droit à l'enfant, puis il y en a d'autres qui disent que oui. Pour toi, le droit à l'enfant, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un caprice? Ben en fait, cette question-là du droit à l'enfant n'existe pas. C'est utilisé pour dévaluer les projets parentaux des personnes infertiles et pour leur restreindre l'accès à des services. C'est là-dessus qu'on se basait quand on voulait pas offrir une PMA gratuite. Et c'est un peu là-dessus quand, en 2015, ça a été arrêté, là, la gratuité complète. Là, quand on a discuté de la remettre en place, il y avait des gens qui disaient le droit à l'enfant n'existe pas, on ne devrait pas payer ça avec nos propres impôts. Puis bon. Et c'est un peu comme si les personnes qui ont besoin d'aide pour concevoir avaient un caprice à vouloir un enfant. Tu sais, après s'être acheté un chalet, une voiture, une TV, là, ils voulaient s'acheter un enfant, tu sais. Alors que les personnes infertiles ou les personnes qui ont besoin d'aide pour concevoir, elles ne réclament pas un droit à l'enfant. Elle réclame un accès à des services de santé. Ouais, et ça, là, c'est vraiment important de recadrer le discours sur ça. Au même titre que les personnes qui sont atteintes de cancer, là, elles ne réclament pas un droit à la santé. Ouais, la vie. Elles réclament un accès à des traitements qui peuvent fonctionner ou non. Comme en procréation assistée. Tu sais, ça arrive là où effectivement, ça n'a pas fonctionné, puis il faut redonner un sens à sa vie sans enfant, puis il faut être accompagné là-dedans pour se dire, ça nous arrivera peut-être pas. D'ailleurs,
D'ailleurs, une des intervenantes que vous avez eues la première fois, là, Geneviève Brouillette, je pense, parlait de ça, comment elle a donné un sens à sa vie au-delà de son enfant, là, du deuil qu'elle voulait faire. Et moi, je pense que ce discours-là du droit à l'enfant n'est là que pour dévaluer des couples ou des personnes dans un moment où ces personnes-là sont vulnérables, dans un contexte où avoir des enfants, c'est fondamental. Vouloir des enfants, c'est quelque chose qui est intrinsèque et on pose pas de questions à d'autres personnes. Est-ce que toi, tu voulais un enfant? Tu jugeais avoir le droit d'un enfant? Ouais. On ne demande pas aux personnes fertiles pourquoi toi, pas? ou pourquoi toi, tu as des enfants, puis à ta minute, on va te mettre une barrière parce que le droit à l'enfant n'existe pas. Ben non, ça n'arrive pas. Donc, dans un contexte comme ça, moi, je pense qu'il faut repositionner le débat sur l'accès à des soins. Mm-hmm. Mais aussi en parler, je pense que justement le podcast, le fait que des gens puissent en apprendre un peu plus sur la procréation médicalement assistée, ça rend ces gens-là moins, entre guillemets, égoïstes. Mm-hmm. Des fois, c'est ça que tu te fais dire, voyons, t'es pas malade, là, tu sais. Mais c'est comme si le fait que c'est pas vital, dans le sens qu'on peut pas en mourir, ben c'est moins important, puis c'est vraiment tabou, je veux dire. Les gens semblent ne pas comprendre que oui, c'est pas fondamental, c'est viscéral vouloir un enfant. Puis on dirait que tant qu'on n'est pas capable d'en avoir, on s'en rend pas compte à quel point c'est viscéral. Puis justement, par rapport à ce tabou, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour que on puisse comprendre, parce que c'est vraiment, ça touche la santé mentale, quand un couple infertile ou même un couple homosexuel qui n'arrive pas à avoir un enfant peu importe, par adoption ou gestation pour autrui, ils deviennent mentalement, la santé mentale, ça se touche. Donc, comment on peut faire pour, au-delà des podcasts, au-delà des initiatives pour changer justement l'espèce de tabou puis de façon de penser que d'avoir un enfant, c'est pas important? En fait, moi, je pense qu'il faut surtout vraiment en parler. Il faut démystifier la chose aussi. C'est sûr que les couples lesbiens, dans les années 2000, quand la loi sur l'égalité parentale est passée, là, ce qui permettait la reconnaissance des projets parentaux de couples lesbiens, on avait ce même discours-là envers elles. Le droit à l'enfant n'existe pas, etc., etc. Alors que, c'est ça, comme je le disais, c'est pas la même chose pour les couples hétérosexuels. Et Dieu sait qu'il y a des couples hétérosexuels qui ont des enfants et qui, finalement, ne sont pas des bons parents. Donc, dans un contexte comme celui-là, moi, je pense que d'en parler, c'est important de déconstruire les mythes et préjugés, c'est important. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, je trouve ça intéressant. On voit beaucoup de femmes qui vont se mettre enceinte, qui vont raconter. D'ailleurs, avant Noël, on voyait beaucoup ça, là. Ne quoi pas dire les femmes de votre entourage qui sont en couple ou non. Puis, tu vas-tu faire un enfant, tu vas te faire un bébé. Bon. Ou le fameux poisson d'avril, je suis enceinte, mais c'est pas vrai. Exactement. Donc, tous ces enjeux-là de sensibilisation, je pense que ça permet aux femmes aussi, entre elles, de pouvoir en discuter, de pouvoir mettre des mots. Parce que je pense qu'avant ça, il y avait une certaine forme de justice épistémique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de mots pour nommer notre réalité. On se faisait dire toutes sortes de faits, on se faisait dire des mauvais conseils. Moi, ma grand-mère est tombée enceinte après qu'elle a arrêté d'y penser. Là. Après ça, elle était sortie dehors au clair de lune, elle a fait 3 fois le tour du bloc un matin dans la rosée, puis mon Dieu, elle en a eu 14 après ça, elle avait 62 ans. Oui, tu sais, je veux dire, des fois, t'entends des choses qui n'ont juste pas de bon sens, puis... Puis je pense aussi que les couples qui sont infertiles et qui sont à l'aise d'en parler, c'est tellement une façon directe d'aller dans le cœur des personnes de notre entourage qui peut-être, eux, vont parler à d'autres personnes qui n'ont aucun lien avec l'infertilité, mais il faut être à l'aise. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon processus, je voulais pas que personne le sache, là, que j'étais en PMA, là, mais tu sais, avec le temps, moi, j'en ai même parlé à la radio aussi, tu sais, quand j'étais à Gatineau, puis j'ai tellement eu de témoignages de gens qui disaient « Ah, moi aussi, je vis ça », puis des filles que je connaissais pas, tu sais, avec qui je suis allée au cégep dans quelques cours, qui m'ont écrit personnellement « Ah, ça me fait du bien d'en entendre parler. » Vous êtes des porte-parole en tant que couple infertile. Si vous êtes à l'aise de le faire, moi, je vous dis, n'hésitez pas à en parler. Il y a tellement plus de gens que vous le pensez qui sont dans le même bateau que vous. Penses-tu, parce que là, il y a la fertilité, après ça, il y a le tabou de la fertilité, il y a le tabou des couples LGBTQ qui veulent avoir des enfants, il y a le tabou de la procréation pour autrui. As-tu l'impression que c'est un petit peu de moins en moins tabou? Est-ce qu'il y en a un qui est moins tabou que l'autre? Oui, ben en fait, je dirais plus vraiment. Je pense que le fait que pour des enfants, avoir 2 mamans, 2 papas, c'est rentré dans les mœurs.
d'avoir un parent des communautés LGBTQ, là, à mon avis, c'est quelque chose qui est socialement complètement entré dans les mœurs, même qu'on peut voir des fois à la télévision des représentations où l'histoire tourne pas du tout autour de ça, mais qu'il y a un couple, par exemple, de même genre. Mais c'est quand même pas dans le programme de procréation assistée, la gratuité, les hommes sont pas avec une femme porteuse, c'est pas inclus là-dedans. Encore une fois, la question de la GPA, c'est quelque chose qui est, même pour les femmes hétéros, de toute façon, c'est comme, il n'y a pas de différence pour eux, pour d'autres. Vrai. Et les règles sont pas encore tout à fait mises en place. On va voir à l'usage qu'est-ce qui serait peut-être, je sais pas, éventuellement couvert, mais là... Mais c'est vrai que c'est normalisé dans la... Oui, c'est ça. Personne ne mettrait en doute, en fait, la question des habiletés parentales de ces hommes-là. Ouais. Donc, il faut faire la différence entre la couverture publique, par exemple, puis ce que les gens pensent des habiletés parentales des couples. Je pense que l'infertilité, tu sais, ça peut rester un tabou parce que c'est vu comme étant un échec du corps. Beaucoup de femmes vivent ça difficilement pour ces raisons-là. D'hommes aussi vivent ça difficilement pour cette raison-là. Puis les gens autour, ben ils savent pas trop comment se prononcer, fait que d'où les commentaires maladroits qu'on entend. Puis je pense que plus qu'on va en parler, plus qu'on va être en mesure d'attirer l'attention là-dessus, plus qu'on va banaliser ces familles-là, plus que ça va être facile d'en parler puis que ça va être de moins en moins, justement, un tabou. Souvent, les tabous, c'est seulement de la méconnaissance, en fait. Et as-tu l'impression que tout ce qui est par rapport à la procréation pour autrui est encore plus tabou que la fertilité? Ça dépend pour qui. Je pense que c'est plus tabou pour les couples qui sont hétérosexuels, effectivement, la procréation pour autrui, parce que, justement, tu sais, ça mélange les deux. À mon avis, je pense que les couples qui ont eu des enfants grâce à la procréation pour autrui sont un peu, en quelque sorte, des précurseurs qui ont permis, justement, de mettre en lumière, de mettre en valeur là, leur système familial, puis ils ont été aidés par des systèmes familiaux qui nécessairement devaient le dire à voix haute. Les femmes lesbiennes, par exemple, elles ont été des chefs de file dans ces questions-là du dévoilement, dans cette question-là de dire, ben oui, un enfant peut s'attacher à un parent qui n'est pas biologiquement lié à lui, bien sûr, même s'il y a juste un parent dans le couple, l'enfant ne fait pas de discrimination dans ses parents. Des études qui ont été conduites, elles ont été vraiment des précurseurs parce qu'elles étaient obligées d'être ouvertes et d'être visibles, tu sais. Donc, je pense qu'on peut apprendre beaucoup d'elles par rapport à ça, puis elles ont permis justement de banaliser jusqu'à un certain point la pratique, même pour les couples hétéros. Avais-tu des questions par rapport à tout ça? Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Sur quoi tu travailles en ce moment? Oh mon Dieu, actuellement, j'ai plusieurs projets à la chaire. On a des projets qui portent sur justement les donneurs de sperme ou les donneurs d'ovules qui ont été retracés par des personnes nées de leur don, alors qu'ils avaient donné dans la confidentialité, dans l'anonymat, là, plusieurs années, là, 20, 30, 40 ans. Donc, comment ces personnes-là perçoivent les demandes de contact qu'ils et elles reçoivent. Donc, on a une étude là-dessus. On en a d'autres, comme j'expliquais, sur le don du sperme en ligne, justement. Il y en a un autre actuellement sur le don d'embryon aussi. On travaille aussi sur les dérives de la procréation assistée à la chaire, sur les enjeux où, par exemple, il y a eu une surutilisation d'un même donneur par des banques de sperme. On a interrogé des personnes là, qui sont nées d'un grand groupe là, où les donneurs ont été surutilisés, ou encore là, ce qu'a pu faire les manchettes il y a quelques années, les médecins qui avaient utilisé là, dans les années 80-90, jusque dans les années 2000, là, soit le mauvais donneur, soit leur propre sperme pour concevoir des enfants, là, comme celui à Ottawa. Donc, on a un podcast justement en cours de rédaction là-dessus là, qui devrait être lancé l'été prochain. Alors, voilà, tous les aspects relationnels, en fait, de la procréation, c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Puis, en terminant, tu voulais nous parler de l'Institut d'été sur la procréation assistée que tu organises et qui aura lieu du 3 au 5 juin à Montréal. Exactement. Auquel je participe. Peux-tu nous en parler? Donc, si je comprends, c'est pour les professionnels ou pour tout le monde? Bien, principalement pour les professionnels, les étudiants qui s'intéressent aux enjeux d'infertilité ou de procréation assistée pour autrui ou non, aux chercheurs aussi, aux cliniciens. C'est vraiment avec des intervenants de réputation internationale, dont, par exemple, la chercheuse qui a fait l'étude longitudinale dont je vous ai parlé avec les enfants nés de la procréation pour autrui en Angleterre. Elle va être là. Donc, elle va faire état de son étude, notamment. Donc, on va toucher les aspects de l'infertilité, les enjeux qui touchent à ça, de la procréation pour autrui, des enfants, de la procréation pour autrui. Moi,
particulièrement, je vais présenter par exemple, ça n'a pas été facile, une étude que j'ai conduite auprès de 62 enfants de femmes porteuses canadiennes parce que ces enfants-là, tu sais, les femmes porteuses, on parle tout le temps d'elles et du couple. Mais en fait, tout ce beau petit monde-là interagissent dans un aspect beaucoup plus large. Hein? Donc, comment c'est quand tu es un enfant qui voit maman enceinte et qui remet le bébé à ses parents? C'est qui ce bébé-là par rapport à toi? Comment tu l'as vécu, toi, la grossesse pour autrui? Comment tu t'es senti dans ce processus-là? Parce qu'il y a aussi des inquiétudes qui ont pu être soulevées pour ces enfants-là. Il y a très peu de recherches sur eux et la recherche qu'on a conduite à la chaire, là, c'est avec le plus nombre d'enfants le plus élevé, là, 62. Je parle d'enfants, mais tu sais, il y a des jeunes adultes dedans. Là, ça a commencé à 7 ans jusqu'à 18 ans. T'as pas, avec Kevin Lavoie, écrit un livre pour enfants de femmes porteuses? Ou c'est juste Kevin Lavoie? En fait, le livre sur lequel on travaille, c'est plus pour le dévoilement. Ah, OK. Le dévoilement aux enfants de sa conception, pardon. OK. Bon, voilà. Désolée, j'ai mal compris. Et donc, cette étude-là va être là aussi. Donc, c'est vraiment une activité de l'Institut d'été de formation à la fois théorique, à la fois clinique. Donc, il va y avoir aussi des activités pratiques là, après chaque bloc. Il va y avoir des blocs sur l'infertilité aussi, l'arrêt de traitement, qu'est-ce qui pousse des couples à arrêter des traitements d'infertilité. Puis, il va y avoir une table ronde aussi. Ça, c'est super intéressant. Je suis très contente, là, le premier soir, avec des personnes concernées pour justement venir nous dire aux cliniciens, aux chercheurs, c'est quoi être une personne qui est concernée par la procréation assistée. Donc, il y a un père infertile, il y a une donneuse d'ovules, il y a une femme porteuse et il y a une personne issue d'un don de gamètes qui est rendue adulte. Donc, qui va venir parler un peu de leurs besoins ou leur vécu en lien avec ça pour les personnes cliniciennes, chercheuses qui vont être présentes. Et le lancement du balado dont je viens de vous parler, là, qui va avoir lieu le mardi. Donc, voilà, on espère qu'il va y avoir beaucoup de gens. Donc, c'est 50 personnes seulement qui sont présentes en personne, qui sont acceptées à l'Institut. Puis, il y a aussi des activités en ligne, mais sauf que celles qui vont participer en ligne n'auront pas accès aux activités cliniques. Là. Ça va être seulement les activités théoriques. Puis, il y a un tarif préférentiel, je pense, avant le 15 avril. Donc, si on s'inscrit avant le 15 avril, là, c'est moins dispendieux qu'après. Parfait. Puis, on va mettre le lien sur les réseaux sociaux pour s'inscrire. Je vous invite aussi à aller suivre les comptes Instagram de la chaire de procréation pour autrui. Donc, sur Instagram, c'est la chaire procréation. Si vous préférez l'anglais, il y a aussi la version en anglais qui est la même chose, mais chaire procréation. Ouais. Facebook, c'est chaire de recherche du Canada je recommence. La chaire de recherche du Canada, procréation pour autrui et liens familiaux. Et ben voilà, donc est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Pour avoir accès à nos réseaux, si on va sur Insta, parce que c'est moins long, Chaire Procréation, il y a le Linktree. Donc, il y a aussi les vidéos TikTok qu'on produit, dont on a produit des petits vidéos TikTok pour les enfants de femmes porteuses avec des enfants. Et il y a un petit vidéo là-dedans, c'est vraiment cute. On a demandé à tous les enfants qu'on a rencontrés, c'est quoi pour toi une famille? Alors, je vous laisse aller écouter ça parce que c'est vraiment mignon, là, ce que les enfants nous disent par rapport à ça. Toi, est-ce que tu avais des dernières questions? Non, mais je te remercie. Sincèrement, ça a été un entretien super intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle. De rien. Bye tout le monde. Bye, Elodie.